Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Le cabaret L'Écluse. Afin d'être précis, c'est en 1951 que l'Écluse, cabaret Rive Gauche, petite salle de spectacle, sur les quais de la Seine à Paris, ouvre ses portes au public, spectateurs noctambules à la recherche de distractions et de nouveautés après des années vert-gris de restrictions. D'autres établissements similaires existent alors. La Rose Rouge, le Tabou, le Quot'Libet, les Assassins. Un pianiste de 35 ans tient le piano qui occupe un tiers de la scène. Il arrive du Midi, où il a étudié la philosophie. Il ressemble à un personnage d'une compagnie de Pulcinella, la minceur aristocratique, visage aux traits délicats qu'un ciseau de sculpteur italien aurait taillé avec délicatesse. Visage de recteur d'un film de Bergman, d'intellectuel fin de siècle, portant lunettes rondes cerclées de métal. Dans cette noble tête d'anarchiste, dans ses longues mains de musicien, un immense talent d'auteur et de compositeur s'ébauchait, nul ne pouvait imaginer alors quelle amplitude créatrice allait jaillir de ce débutant. Est-il besoin de préciser qu'il s'agit de Léo Ferré, alias Léo de Hurlevent, comme le chantera plus tard sur cette même scène le tendre Maurice Fanon? Les deux Léo, Léo Noël et Léo Ferré, jouaient ensemble quelques chansons. Léo Noël au violon, Léo Ferré au piano, ils interprétaient entre autres Mr. Jim. Léo Noël présentait le spectacle, brandissant de la coulisse un balai de paille piqué de quelques fleurs champêtres, bleuets, marguerites et coquelicots, avec lequel il frappait vigoureusement les planches de 3 coups comme au théâtre sur cette scène minuscule, ce modeste plateau de l'Écluse qui a servi de tremplin à de nombreux artistes de talent, comme il avait coutume de dire en présentant avec bonne humeur le programme. Puis, il s'effaçait pour céder la place à celui ou à celle qui essuyait le torchon, c'est-à-dire en parler de métier, se produire en levée de rideau. Le numéro 1, le débutant envahi par le trac, tenait d'une main peu assurée ce rideau de velours carmin dissimulant côté court une loge exiguë. Qu'est-elle devenue cette étoffe prestigieuse tellement chargée d'émotions que tant d'artistes talentueux ont touché? Puis, à son tour, Léo Noël était présenté par Brigitte Saboureau, chanteuse accordéoniste, la seule femme de l'équipe, commandante de l'Écluse, les deux autres éclusiers étant Marc et André. Elle s'accompagnait d'un accordéon blanc, cette belle blonde distinguée, fille du professeur dermatologue Saboureau renommé dans sa spécialité. Elle était la nièce de Philippe Soupeau et de Jean Brunoff, le créateur de Babar. Le répertoire de Brigitte était différent de son appartenance sociale, car elle affectionnait les chansons de style populaire, chansons de marin de Francis Carco. Elle interprétait aussi ses propres textes, parfois mis en musique par France Olivia, l'une des pianistes de l'Écluse, alors épouse de François de Guelt. Brigitte était d'une grande gentillesse, très simple malgré l'excellence de ses origines. À son propos, Barbara nous dit un jour « Brigitte est vraiment une chic fille absolument pas rancunière. La place que j'occupe à l'Écluse, c'est elle qui aurait dû l'avoir. » Une petite phrase que Brigitte disait en scène nous amusait bien. Quand elle libérait l'air contenu dans son accordéon entre deux chansons, elle disait « Lui aussi il respire ». Or ce souffle n'était audible que des spectateurs du premier rang. Quant aux autres, ils se demandaient intrigués ce qui pouvait bien respirer. Jacques Canetti, découvreur de talent, fit enregistrer un disque 30 cm à Brigitte. Le cocktail de presse offert à l'Écluse à cette occasion eut lieu le 11 mai 1968, au beau milieu de cette révolution culturelle qui éclipsa totalement l'événement et à la rentrée suivante, personne ne pensait plus à ce disque qui dut se passer de critiques, d'interviews, etc. N'ayant rien vendu, Jacques Canetti mit ce disque au pilon. Léo Noël chantait alors, s'accompagnant d'un orgue de barbarie dont le frontispice avait été décoré par le dessinateur en vogue, Raymond Penet, créateur des fameux Amoureux de Penet, surnom dont on affubla souvent notre duo Michel et Christian dans les articles de presse. Il interprétait la complainte de Maquis de l'opéra de Katsu de Kurt Weill, le piano du pauvre de Ferré, le plombier Zinger, les jolis soirs dans les jardins de l'Alhambra, en ponctuant le refrain d'un tagada populaire et communicatif que le public reprenait joyeusement. Il était vêtu d'un pantalon et d'un pull à col roulé noir, couleur à la mode issue de la vogue existentialiste et adoptée par tous les chanteurs et chanteuses de la rive gauche. Léo Ferré, Jacques Douai, Barbara, Juliette Gréco, Mouloudji, Marc et André, et Michel et Christian bien sûr, jeunes duettistes soucieux de s'identifier à ses brillants aînés.
Barbara disait « Le noir pour moi est couleur de lumière » ou encore « S'habiller en noir saignait le corps ». Un chapeau melon gris souris complétait la tenue de Léo Noël. D'aspect débonnaire, Léo était éminemment sympathique et convivial. D'un optimisme égal, il avait envers notre métier d'artiste un grand respect. Il ne supportait aucune incartade dans l'exercice de cette passionnante profession. Rigoureux envers lui-même, il n'admettait pas que ses camarades dérogent aux tacites obligations du spectacle. Il nous avait emmenés en Normandie pour une représentation, sa femme, André, faisant partie du voyage. Nous voyagions dans sa Simca gris-bleu, et nous nous étions arrêtés à la terrasse d'une auberge afin d'y déjeuner. Léo avait prévenu le garçon qui nous servait que nous devions poursuivre notre chemin sans tarder et que nous souhaitions ne pas attendre entre chaque plat. Était-ce le trac qui le tenaillait déjà, la crainte de ne pas se montrer ponctuel ? Qu'importe. À peine avions-nous achevé les hors-d'œuvre que notre brave Léo, dans l'incapacité de patienter un instant de plus, ayant pressenti la lenteur du service, nous fit lever à la hâte et quitter la table prestement sous l'œil ahuri du serveur interloqué. Une autre fois, il nous avait envoyés en grande banlieue pour un gala, je ne sais plus trop où, tant nous avons écumé les villes de gauche en levée de torchons au cours de ces années 60, années de vaches enragées, et non folles comme à présent, années enragées et engagées. Nous avons assuré les premières parties de toutes les vedettes du moment. Alain Barrière, Georgette Lemaire, Hugo Frey, Jodassin, Pétula Clark, etc. Il avait été convenu avec notre patron que nous devions nous produire, condition sine qua non, à l'Écluse, à 22h30, à notre horaire habituel. Un retard, dû à la mauvaise organisation de ce gala, nous fit arriver devant la porte de l'Écluse à 22h31, et Léo Noël refusa catégoriquement de nous présenter, estimant qu'il était trop tard, et commença ce soir-là, le programme par le chanteur Jean-Pierre Dolay qui se produisait d'habitude après nous. Ainsi était Léo, la bonté même mais d'une inflexible rigueur dès qu'il s'agissait de cet art du spectacle. Le respect du public, le dépassement de soi dans l'exercice de ce métier captivant, autant de messages transmis dont nous avons fait profit. Nous gardons envers cet artiste rayonnant de joie de vivre une sincère reconnaissance. De plus, il était d'une grande modestie, d'une discrétion absolue sur sa propre carrière, fait assez rare dans ce métier où ceux qui le pratiquent ont, avouons-le, excusez-moi, cher camarade Guignol à tête de cabot, un égo tartarinesque. Ce n'est qu'après sa disparition que j'ai trouvé sa photo dans mon encyclopédie illustrée, à la page des spectacles de la capitale. J'ai appris également qu'il avait enregistré de nombreux disques pour les firmes Decca, Pathé, Trianon, RMG, Vogue, Vega. Une trentaine d'années après que Léo a regagné le paradis des musiciens, par une de ces coïncidences qui viennent apporter à nos existences un instant de surprise et de magie, j'ai fait la connaissance d'Armand Lipschitz. Armand organisait des spectacles de chansons et de poésie dans diverses salles de Paris. Il écrivait des poèmes et me programma en solo à plusieurs reprises. Or incidemment, il m'apprit qu'il était cousin germain de Léo Noël et que Léo s'appelait Léon Ozransky, qu'il avait suivi de brillantes études de violon et qu'il aurait pu exercer une carrière internationale si ses remarquables dispositions n'avaient été brisées, malheureusement, par la Seconde Guerre mondiale. Je m'étais souvent demandé, sans avoir osé lui poser la question, pourquoi Léo avait les doigts de la main droite paralysés. C'est Armand qui m'a révélé qu'il s'agissait d'une blessure de guerre. Il avait été atteint par une balle, et c'est un médecin allemand qui pratiqua l'opération avec des moyens de fortune. Grâce à cela, il put conserver sa main. En revanche, il dut mettre un terme à sa carrière de violoniste qui s'annonçait des plus prometteuses. À la fin des hostilités, il décida de tourner la manivelle d'un orgue de Barbarie, n'utilisant plus son violon que pour son duo avec Léo Ferré. Quand nous sommes entrés à l'Écluse en 1959, alors âgé de 23 ans, nous avons été aussitôt séduits par le cadre. Une devanture verte de vieux bistrot parisien début de siècle, et derrière le carreau de la porte d'entrée, une grande ardoise de carton sur laquelle Léo Noël inscrivait le programme à la craie, nom d'artistes inconnus qui depuis ont fait carrière en haut de l'affiche des plus grands théâtres. Après la fermeture du cabaret en 1974, cette ardoise demeura un certain temps accrochée derrière la vitre avec la liste des chanteurs et comédiens ayant participé à l'ultime spectacle.
Après avoir poussé la porte, Madame Noël, la femme de Léo, nous accueillait, affable et brune, tenant le rôle d'hôtesse et plaçant les clients sur une cinquantaine de petits tabourets rouges et ronds, tout à fait inconfortables, et quelques banquettes le long des murs. Jamais le public ne s'en est plaint, tant les artistes le captivaient. Face à la porte d'entrée, c'est un superbe scaphandre ancien, belle pièce de cuivre digne de figurer au musée de la Marine qui nous accueillait à son tour et semblait garder le vestiaire en compagnie d'Arlette, jeune fille charmante. Ce scaphandre inspira-t-il René Baer pour sa chanson du scaphandrier qu'interprétaient notamment Léo Ferré et Henri Salvador? Léo Noël arriva un soir à l'Écluse, totalement emballé par la performance de l'auteur de la chanson douce qui triomphait à l'Olympia. Ce scaphandre a disparu. On raconte qu'il se serait perdu dans les profondeurs du vide durant la période transitoire entre la fermeture du cabaret et l'installation de la nouvelle Écluse, un bar à vin d'une chaîne qui a repris ce nom. D'ailleurs, lorsque Marc Chevalier, Marc et André, a sorti son bel album de textes et de photos sur l'Écluse en 1987, aux éditions de la Découverte, cette société a organisé un mémorable cocktail à la Maison du Café, dans le quartier de l'Opéra, où nous avons retrouvé avec joie et émotion un grand nombre de nos petits camarades éclusiers. D'aucuns racontent que le scaphandre se trouverait dans un grenier chez Pierre Perret qui se produisait surtout au Cheval d'Or, chez Léon Tcherniak, autre Léon, cabaretier à la Contrescarpe, lequel a également écrit ses souvenirs. L'ami Pierrot, enfin consacré vedette, son beau talent étant reconnu, je l'avais croisé en sortant de la maison de Radio France sur la rive droite cette fois. Il s'engouffra dans un taxi en me lançant « Ce qui m'arrive maintenant, je ne l'ai pas volé, hein, mon pote ?» Une deuxième tête de scaphandre, isolée, était posée sur le piano, plongeant son œil vitreux de cyclope dans les ténèbres de la petite salle. Après l'ultime spectacle, DADE accent aigu l'aurait donné à un ami qui avait réalisé quelques travaux dans le cabaret. Il y avait accroché dans un angle, au-dessus du bar, une superbe lampe de marine, fanal vitrée de rouge, que René Le Gueltel aurait rapporté d'Angleterre. À ce propos, revenons au début de notre histoire et profitons de la liberté que nous offre l'écriture pour remonter le temps et faire revivre le joli temps du lilas. De 1920 à 1940, l'Écluse fut un bistrot de mariniers qu'en argot de métier, on appelait les carapatas. À la Libération, le bistrot devint une librairie spécialisée dans les livres anciens, puis René Le Gueltel en devint locataire et transforma ce magasin en petite salle de spectacle en 1949. Malheureusement, cette initiative de bonne aloi se solda par un échec, et l'entreprenant Le Gueltel déménagea à la Cloche de Bois. Quelque temps plus tard, il ouvrit un autre lieu de spectacle, non loin de là, au 55 de la rue Guénégaud, et baptisa ce cabaret la Galerie 55. Ce lieu était plus spécialisé dans les sketchs, la comédie. Les programmes étaient composés d'artistes de sexe masculin, on ne parlait pas encore de parité, la seule femme se produisant à l'année étant la sienne, France Gabriel, une des 3 filles du chansonnier Montmartrois, Gabriello. L'une de ces 3 grâces, Suzanne, proclamait à la ronde que Jacques Brel, avec qui elle avait vécu, composa à cause d'elle son œuvre la plus déchirante, Ne me quitte pas. Le père Gabriello, personnage jovial à l'élocution molle, m'a remis en 1958 la médaille de bronze de la ville de Paris pour avoir remporté le concours de chant, Les Poulains de la Galette. Ma première décoration que je conserve comme un fétiche. Elle sera la seule de toute ma carrière de chanteur. Il me fallut attendre 2007 pour recevoir, au cabaret Le Magic, le prix Armand Babel, qui fut l'un des chanteurs marquants de la rive gauche et avait pour particularité de s'accompagner, non pas d'une guitare, mais d'une mandoline. Retour au décor de l'Écluse. Sur la droite, après le scaphandre, un bar en zinc, parfaitement rétro, derrière lequel la blonde Jeannette Garé qui avait débuté comme barmaid au Lapin Agile à Montmartre, tirait sans répit sur sa gauloise comme bon nombre de spectateurs. Dans ce décor à la quai des Brumes, le nuage de fumée lui provoquait d'irrépressibles quintes qui, il faut bien le dire, venaient couvrir les mélodies intimistes de Cora Vauquer ou de Barbara. Un jour, Jeannette dut se retirer car elle se faisait plus entendre que l'artiste en scène, qui de son côté s'époumonnait à travers les fumées bleues des nicotianes. Ce n'est pas de Rimbaud, mais le nom botanique du tabac. Je pourrais ajouter, et notre chère Jeannette en aurait ri, que c'était elle qui à l'Écluse faisait le plus de tabac et ce, pendant des années.
Après Jeannette, c'est une jolie péruvienne de Saint-Germain-des-Prés, Denise, qui la remplaça. Elle était très charmante, possédait un décolleté fort avenant, et fumait également. L'artiste en scène devait s'imposer face à un autre bruit, le brouhaha incessant des automobiles roulant à vive allure sur le pavé parisien du quai des Grands Augustins, lâché au starting block des feux tricolores de la place Saint-Michel. Le double vitrage n'était pas encore utilisé, c'eût été appréciable, mais ses inconvénients furent pour nous tous les épreuves d'une bonne école. Il fallait donner de la voix, ce qui était une difficulté pour certains. Présenté au directeur de l'Écluse par le chansonnier Jacques Grélot, Brassens, qui à l'époque chantait en sourdine dans sa moustache, en fit les frais. On ne l'entendait pas et il échoua à l'audition. Sur les murs de cette petite chapelle de la chanson, des lambris de bois sombre étaient recouverts de photos, de partitions de musique. On y voyait Léo Ferré au piano avec Léo Noël, Cora Vauquer, Barbara, Gianni Esposito, etc. Christian Kammerlink, chanteur-interprète au physique de pâtre grec, l'un des 400 artistes étant passé par l'Écluse en 23 années de fonctionnement, excusez du peu, me confia un soir, au bord d'une rivière d'Ardèche où il était venu se produire avec succès, qu'il s'était rendu quai des Grands Augustins quelques jours après la fermeture définitive de notre cabaret bien-aimé. Étonné que la porte ne soit pas verrouillée, il put récupérer ses précieux lambris ainsi que la bouée pour les sauvegarder. Il fit don de cette bouée datant des Carapata, sur laquelle était écrit le mot Écluse, à Catherine Atlani et Marie-Pierre de Porta, patronne du café-théâtre Le Loup du Faubourg. Mais cette bouée n'empêcha pas leur établissement de sombrer. Elle revint donc chez Kammerlink, qui en fit don à l'association des Amis de Barbara. Un autre chanteur, Albert Gerrier, retrouvé dans son nid d'aigle, à Trigance, pittoresque village du Haut-Var, m'a confié qu'il possédait un orgue de Barbarie avec ses cartons ayant appartenu à Léo Noël. Un jour peut-être, un musée du cabaret L'Écluse sera créé, il existe bien l'espace Georges Brassens à Sète, le musée Bobby Lapointe à Pézenas. Grâce à mon récit, on disposera de quelques pistes. Au fond de l'Écluse, encadré d'un fronton de bois dentelé, éclairé par une batterie de gamelles, projecteurs, le Saint des Saints, la Seine, ce modeste tremplin comme disait Léo Noël, décoré d'un filet de pêcheur accroché sur une bâche vert émeraude, couleur pourtant considérée comme maléfique dans les superstitions du théâtre. Un soir, ce filet occasionna un fou rire général à la fin de notre tour de chant. Coiffée en chignon, selon la mode de Saint-Germain, Michel avait pour tenir ses cheveux une boucle en métal, belle boucle argentée qu'elle avait achetée à Copenhague lors du voyage que nous avions fait, guitare en bandoulière, en autostop, sur les traces de son enfance. En effet, Michel avait une dizaine d'années et son frère un peu moins lorsqu'ils furent envoyés au Danemark par les services sociaux de la ville d'Ivry-sur-Seine. Généreusement, des familles danoises accueillaient des petits Français le temps des grandes vacances et leur offraient ce qui leur avait manqué durant ces 4 années de restriction. Les bons produits de la ferme, le grand air de la campagne. Nous avons retrouvé sa famille d'accueil, les Sorensen, dans une belle ferme toute blanche, différente des exploitations agricoles de notre pays. Le Danemark n'ayant pas eu à subir l'occupation, les fermiers s'étaient regroupés en coopérative. Annemed, l'une des filles, jouait du piano le soir, tandis que nous mangions des gâteaux, puis nous allions nous coucher dans des chambres séparées, ces braves Sorensen prenant encore probablement Michel pour la petite fille qu'ils avaient connue et retrouvée avec bonheur. Ils nous ont fait visiter le Jutland que nous traversions en voiture, et tout au long du voyage, la famille chantait en chœur et en harmonie, ce que nous n'avions jamais entendu faire chez nous. Afin de nous faire gagner quelques couronnes pour financer la suite de notre voyage, ces gens charmants ont organisé un concert avec le concours de la coopérative. Nous n'imaginions pas que ces fermiers nous demanderaient d'entonner la Marseillaise devant cet auditoire impassible et sérieux. Michel ne parvint pas à maîtriser un fou rire inextinguible, qui ne fit que s'amplifier, en constatant la dignité et la solennité de mon attitude devant cette assistance qui ne saisissait pas l'aspect cocasse de la situation. À Copenhague, Michel servit de modèle pour un magazine de mode, et nous avons été engagés au cabaret Ma Blonde pour chanter quelques jours avant de regagner Paris, en train cette fois. Mais revenons à notre boucle d'argent. En se reculant pour saluer, la dite boucle ou maudite boucle se prit dans les filets du fond de scène. J'avais déjà regagné la loge,
mais Michel était restée prisonnière, dans l'incapacité de se dégager pour laisser la place à l'artiste suivant. Voulant faire bonne figure, elle continuait à saluer d'un hochement de tête assez réduit. Il fallut, au bout d'un moment qui lui sembla bien long, que Léo Noël vînt la libérer, sinon elle eût fait la fermeture ou bien un duo avec Barbara. Nous sommes 2 sœurs jumelles. Avant de posséder une voiture, Michel habitant Ivry et moi, Montrouge, nous nous rendions à l'Écluse en métro. Nous étions déjà maquillés, car à l'époque tous les artistes étaient fardés avec le fameux pancake numéro 2 de Max Factor, et il ne nous était pas possible de le faire dans la loge occupée dès 21h par Barbara. Elle avait déjà pris possession du lieu où elle lisait avec ses lunettes noires. J'étais donc maquillée également, et regardée curieusement par les voyageurs de la mairie d'Ivry à la station Saint-Michel, bien que portant ma guitare ostensiblement. Les artistes de notre génération se contentaient du pancake, mais nos aînés se maquillaient même les yeux et les lèvres comme au théâtre. À présent, les éclairages de scène sont plus intenses et même les arlequins n'utilisent plus le Max Factor numéro 2. Après avoir accompli notre prestation qui se limitait à 3 chansons, c'est-à-dire un saut de puce de 10 minutes environ, applaudissements inclus, il nous fallait retourner chacun dans nos foyers avant le dernier métro qui passait à la station Saint-Michel vers minuit 15. Un taxi nous aurait coûté 15 francs, soit le montant de notre cachet. Quand nous avions la chance d'attraper le dernier métro, nous allions jusqu'au terminus, mairie d'Ivry, puis il nous fallait encore marcher jusqu'à la Seine, 1 kilomètre environ entre les usines. C'est dans cette banlieue industrielle que se trouvait l'habitation de la famille Lédier. La famille de Michel, d'origine italienne comme la mienne d'ailleurs, venait de Provence. Aimé, son père, avait ouvert un magasin de coiffure au Muy dans le Var. Hélas, Michel, encore enfant, fut atteinte de la poliomyélite. Ses parents, souhaitant donner à leur fille les meilleurs soins, quittèrent leur terre provençale pour une maisonnette de briques attenante à une usine de métaux. Grâce à la compétence des disciples parisiens d'Esculape, la petite traversa cette épreuve sans trop de séquelles, et 20 ans plus tard faisait l'admiration d'un public séduit par son physique, sa voix, son tempérament. René Alliot, le cinéaste, cousin germain de Michel, a évoqué avec réalisme dans certains de ses films sa propre famille. Aimé, le père de Michel, apparaît d'ailleurs dans une séquence. L'une de ses tantes était costumière de théâtre, et Jean-Marie, son frère cadet, alors élève à l'école Estienne, dessinait nos affiches, nos costumes de scène, etc. Après avoir accompagné ma partenaire et future épouse à Bonport, je m'en retournai chez mes parents à 8 km de là, traversant le Kremlin-Bicêtre, Gentilly et Montrouge, avec l'ardeur de mes 20 ans, animé par cette passion qui vous fait paraître plus court le chemin. C'était l'année précédant l'indépendance de l'Algérie. Un climat d'insécurité existait dans ces banlieues, où venait s'ajouter le phénomène des blousons noirs, jeunes délinquants des 60s. Bien souvent il m'arrivait de dormir en marchant. À l'aube, j'atteignais enfin le pavillon de mes parents situé non loin de la RN 20. Il restait derrière le pavillon de la famille Stala, un jardin d'agrément et potager où j'organisais de véritables concerts avec mes frères, Alain, mon jeune frère, jouant de la clarinette, ainsi qu'avec mes amis québécois, Jacques Blanchet et Pauline Julien, et un duo tout débutant, Jean-Max Rivière et Claude Mancini. Par la suite, le père de Michel mit à ma disposition sa propre mobilette. Puis, nos finances nous permirent d'acquérir une Renault 4 CV qui nous rendit, ainsi qu'à nos camarades, de grands services. Marc et André. Il y aurait beaucoup à dire sur Marc et André, et un chapitre n'y suffira pas. Il faudrait leur consacrer un ouvrage entier. Je vais tenter de résumer la carrière de ces duettistes de grand talent, qui exercèrent leur métier de chanteur durant 27 ans, ce qui est exceptionnel et sans doute un record dans cette formule de Gémeaux. Il y avait eu précédemment Gilles et Julien, Pils et Tabet, Charles Trenet et Johnny S., Roche et Aznavour, pour ne citer que les plus connus. À la différence des autres duos, tout masculin à l'exception des sœurs Étienne, qui débutèrent également en 1947 dans un registre bien différent, Marc et André s'accompagnaient à la guitare. En fait, c'est Marc Chevalier qui jouait de la guitare, étant professeur de musique. C'est d'ailleurs au sein du Conservatoire national de musique qu'il recrutait pour l'Écluse de jolis pianistes. Yvonne Schmidt, France Olivia, Liliane Benelli. Certains jeudis après-midi, jour de congé scolaire à l'époque,
Il venait à l'écluse pour nous faire répéter et nous donner quelques notions musicales et ce, amicalement et gratuitement. Ces conseils pertinents nous ont fait progresser bien plus que tous les professeurs que nous avons croisés sur notre chemin de débutant, mis à part Pauline Campiche pour Michel et Madame Leroy-Thiebaud pour moi-même. Cette gente dame, cantatrice en retraite de l'Opéra de Paris, logeait dans un petit hôtel particulier près de la prison de la Santé. Elle me faisait travailler le chant gracieusement, affirmant que je possédais une plus belle voix que Tino Rossi. Marc et André se sont connus grâce au théâtre. Ils tournèrent ensemble dans les Gueux au Paradis pour les forces françaises en Allemagne. À leur retour, André Schlesser, intégra le groupe Les Quatre Barbus. Il chantait alors avec une fausse barbe qu'il oubliait parfois de porter, et comme il n'était pas assez rigoureux dans ce quatuor très structuré, il retourna vers le théâtre et retrouva Marc en Avignon, lors du premier festival de Jean Vilar. Ils devinrent les chanteurs attitrés du TNP. Gérard Philippe était l'un de leurs amis, et je me souviens du soir, alors que nous étions dans la mini-loge de l'Écluse, où quelqu'un vint annoncer à Marc et André le décès de ce merveilleux comédien, non loin de là, boulevard Saint-Michel où il habitait. En rentrant à Paris, ils préparèrent un répertoire de chansons et c'est le chanteur Jacques Douai qui les présenta dans les petits cabarets où lui-même se produisait. Ils chantèrent pendant 1 an au Lapin Agile où passaient également Jean-Roger Cossimon, Alexandre Lagoya. Ils furent engagés dans divers cabarets jusqu'au 6 février 1951, date à laquelle l'Écluse ouvrit ses vannes. Elle restera leur port d'attache pendant plus de 20 ans. Parallèlement à leur charge de tenancier et d'administrateur de l'Écluse, ils menaient une carrière de chanteurs internationaux, ambassadeurs de la chanson française, parcourant le monde sous l'égide des affaires culturelles. Ils parcoururent ainsi l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande où nous les avons accompagnés, la Belgique, le Maroc, l'Algérie, nous faisions aussi partie du programme, les USA, le Canada, Madagascar, l'Autriche et la Roumanie qui sera leur dernière tournée. Ce fut pour nous une grande joie que d'avoir été engagés par Marc et André dans cette tournée organisée par le Théâtre national algérien. C'était peu de temps après l'indépendance de l'Algérie, et je me félicitais d'avoir échappé à cette guerre bien qu'étant en âge de la faire, réformé par le sergent recruteur et autres médecins militaires me jugeant sans doute trop malingre et inapte à débusquer le Félaga. C'est donc avec un œil neuf et une conscience intacte que nous avons atterri sur le sol d'Afrique du Nord. Voyageait avec nous également le dessinateur Laville, qui projetait ses dessins d'humour à l'Écluse et publiait dans le magazine Pour Hommes Lui, le magicien Gérard Delors qui disait des poèmes tout en nouant et dénouant des cordes, et Françoise Doucet, présentatrice du music-hall Bobino. Cette belle et grande femme élégante, dont l'apparence sereine était en accord avec son nom, devint plus tard la directrice du zoo de Beauval. Ce que nous avons vu en premier en arrivant, c'est cette phrase peinte en grandes lettres sur un mur: bannir à tout jamais l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous avons voyagé dans le grand car du Théâtre national algérien avec un chauffeur qui s'appelait Mohamed, et qui chantait tout le temps en traversant ces merveilleux paysages d'Oran à Annaba, avec des étapes lors desquelles nous pouvions visiter aussi bien un site archéologique qu'une propriété somptueuse ayant appartenu à l'un de nos concitoyens rapatriés, ou encore le lupanar de Constantine. Visite féerique de cette ville sous la neige, ce qui est exceptionnel. Et le marché aux puces d'Oran, avec toutes sortes de meubles et de bibelots de grande valeur, abandonnés dans la débandade et vendus à tout petit prix. André Schlesser avait acheté une carte de géographie comme celle que l'on trouvait autrefois au mur des salles de classe, représentant la France et ses départements. Mais à peine sorti du marché, il nous en fit cadeau. André semblait ne pas être attaché aux choses matérielles. Il donnait. Dans un bled, il avait acheté un cabas qu'il se mettait sur la tête pendant le voyage. Était-ce pour pouvoir dormir, se protéger du soleil, ou ne pas voir la route dans les Aurès dont les lacets interminables se déroulaient à flanc de ravin, tandis que Mohamed PS almodiait en tirant sur son calumet de kiff. André Schlesser, dit DADE accent aigu, était un personnage distingué et réservé. C'était un bel homme qui plaisait beaucoup aux femmes, doté d'une belle voix de ténor naturellement timbrée. Il écrivait quelquefois des chansons. Barbara interprétait l'une d'elles, Souvenance. Tard dans la nuit, quand le dernier client était sorti de l'Écluse en présence de Denise Tosi, la jolie barmaid péruvienne,
d'Henri Gougaud et d'Arlette qui tenaient le vestiaire, il nous confiait ses souvenirs et nous l'écoutions comme des enfants à qui l'on raconte une histoire. Nous apprîmes alors qu'il s'était engagé dans les brigades internationales lors de la guerre d'Espagne, où il fut blessé. Il nous raconta aussi qu'il était souvent en compagnie de la comédienne Maria Casares au château de la Vergne en Aquitaine, où il cultivait des roses. Dans son livre de mémoires, Maria Casares consacre à son mari une 12aine de pages. Quand on le cherche à Paris, il est à Hong Kong, quand on le croit en Laponie, ses lettres arrivent tout droit d'Italie, quand il débarque au Cambodge, c'est pour aller aux Philippines, quand on lui téléphone à la Vergne, il est arrivé de la veille. Quand il longe en canot le Rhin, il rêve déjà de la descente du Mississippi. En 1974, lorsque l'écluse cessa de fonctionner, André reprit la route des baladins avec le cirque Bonjour dont Jean-Baptiste Thierré était le fondateur avec sa femme Victoria, l'une des filles de Charlie Chaplin. C'est dans une laverie automatique de la rue Mouffetard, où j'allais laver mon linge, que je fis la connaissance de Victoria. Elle y venait également. Cet endroit l'étonnait et l'amusait beaucoup. Probablement n'avait-elle pas connu ce genre d'endroit populaire dans le village suisse où résidait sa somptueuse famille. Jean-Baptiste Thierré venait du cinéma et du théâtre, Muriel d'Alain Resnais, Les Trois Mousquetaires mis en scène par Roger Planchon, etc. Et s'était produit à l'Écluse à partir de 1969 sous le nom de Baptiste, dans un numéro de magie poétique. Il créa le cirque Bonjour à cette époque, puis par la suite, le cirque imaginaire et le cirque invisible. Dans le cirque Bonjour, DADE accent aigu tournait la manivelle d'un orgue de barbarie au milieu d'un programme d'une grande poésie. Les numéros que présentait Jean-Baptiste étaient insolites et étranges. En 1976, j'ai demandé à André de venir me rejoindre en Tunisie dans un centre de vacances où j'étais responsable de la programmation artistique. Jacques Douai, Mistigri, Marc Augeret, Jacques Marseille, Martine Sari, Cerisier, Mouloudji étaient venus. Il était très heureux de ce projet, mais hélas, je reçus un courrier de sa main. Les dieux ne sont pas avec moi. Il me faut rentrer en clinique. Ce n'est qu'une ancienne blessure de guerre qui me laisse parfois plier en deux, ridicule et peu commode. Je ne revis plus notre ami DADE accent aigu. Il nous reste sa belle voix sur les enregistrements que son partenaire Marc a eu la bonne fortune de pouvoir racheter et de rééditer en plusieurs disques compacts, EPM. C'est à son fils, Gilles Schlesser, que nous devons le cabaret Rive Gauche aux éditions de l'Archipel, un ouvrage de référence extrêmement documenté concernant toute cette époque. Quand Marc et André décidèrent de mettre un terme à leur longue carrière de duettiste, Marc se dirigea vers l'Institut national de formation professionnelle pour animateurs de collectivité, INFAC, à Nogent, renouant ainsi avec son passé d'enseignant. Il prodigua ses connaissances à de nombreux jeunes gens et jeunes filles, faisant appel à quelques intervenants issus de l'Écluse comme le chanteur Christian Kammerlink ou les Mimes de Dieu et Le Breton, par exemple. Tous ces animateurs essaimèrent dans la France entière dans les maisons des jeunes et de la culture. Lors de nos tournées, nous étions bien souvent accueillis chaleureusement par des disciples de Marc, qui avaient appris à préparer une soirée chanson, ce qui était rassurant pour nous dans l'exercice de notre métier. Ensuite, Marc imagina et dirigea le CREAR, Centre de formation au métier d'art et de la communication. Une vie bien remplie, au service des autres, un homme intègre et dévoué qui a distribué généreusement autour de lui cette richesse spirituelle aux multiples facettes. Barbara. À l'Écluse, le montant de notre cachet était de 15 francs. C'était le cabaret qui payait le mieux ses artistes sur la rive gauche, et nous avions une fiche de paye, ce qui ne se faisait pas ailleurs. Barbara avait 30 francs et terminait la soirée en apothéose. Grâce à notre jolie petite 4 CV bleu de France, avec nos noms sur la portière, la classe, peint avec talent par le frère de Michel, alors élève à l'école Estienne, nous transportions gratis nos consoeurs et confrères de la place Saint-Michel à leur domicile. Qu'est-elle devenue cette petite voiture qui a rendu bien des services à ses copains de cabaret des années 60 ? Elle aura évité à bon nombre de nos camarades de dépenser le montant d'un cachet dans la course d'un taxi. Excusez-moi, j'aurais aimé rester, mais je vais louper le dernier métro. Combien de fois ne l'avons-nous pas entendu cette phrase ? Nous répondions rassurants. Mais ne t'inquiète pas, nous te raccompagnerons. Mais j'habite en grande banlieue. Ça ne fait rien.
Qu'est-elle devenue cette vaillante guimbarde? Elle a dû terminer sa course dans quelques cases de la périphérie parisienne, ou mieux peut-être, compressée par le sculpteur César, mais il ne faut pas trop rêver. C'étaient des bidons de 2 litres qui alimentaient notre carrosse, car nous n'avions pas assez de thunes pour faire un plein d'essence. C'était le bon temps où l'on démarrait le plus souvent à la manivelle, ou en poussant le véhicule. Riches d'espérance nous l'étions mais fauchés comme les blés. Je ne possédais qu'un seul pantalon de Seine, qui à force d'être repassé finit par se trouer à hauteur du genou. Nous avions collé à l'envers du tissu une pièce prélevée dans le revers du pantalon, car nous n'avions pas de quoi en acheter un neuf. Regardez-les tous ces fauchés, qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever. D'ailleurs ils crèvent. À Saint-Germain-des-Prés, Léo Ferré. Direction Arcueil, c'est Pia Colombo que nous déposions. La passionnariat de la rive gauche savait faire vibrer l'écluse mieux que quiconque et ne vivait déjà plus avec Maurice Fanon. C'est avec grand plaisir que nous faisions le taxi. Il existait une vraie solidarité dans ce microcosme où il y avait du beau monde. C'était le temps, le joli temps de la rengaine, c'était le temps où les chanteurs avaient de la voix, chantaient l'amas, et l'on peut ajouter qu'ils avaient également du cœur. Celle que nous avons le plus souvent véhiculée, c'est Barbara. Nous ne nous souvenons plus si nous le lui avions proposé, ou si elle nous l'avait demandé, mais assez souvent nous allions jusqu'à la rue Rémusat dans le 16e, la déposer devant sa porte. Énigmatique et réservée, elle se confiait parfois. Elle nous parlait de ses débuts difficiles. Elle nous racontait qu'elle avait horriblement froid aux jambes l'hiver, n'ayant pas de quoi se payer une paire de bas. Elle avait été engagée au théâtre Mogador comme figurante mannequin, à cause de sa grande taille. Aussi, 20 ans plus tard, appréciait-elle le confort de sa Mercedes noire où elle avait fait disposer des rideaux de dentelle aux vitres arrière, ce qui lui permettait de tricoter à l'abri des curieux tandis que son chauffeur la conduisait. Mais auparavant le chauffeur c'était moi, et nous sommes partis sur les routes verglacées de Sologne pour un concert à Bourges. Barbara avait bien du mal à placer ses jambes à l'arrière de notre petite voiture, ses longues jambes de grande dame. Elle se montrait anxieuse et trouvait que je roulais trop à droite. On fit une pause pour déjeuner dans un café Sologno, où trônait un poêle au milieu de la salle. Elle fit une entrée de diva. À la patronne cafetière qui s'empressait d'essuyer une table proprement douteuse avec une éponge qui ne l'était pas moins, elle lança, avec cet humour de connivence dont elle était coutumière, « Ne vous dérangez pas, chère madame, ne vous dérangez pas. C'est très bien chez vous, c'est très bien. » Et après avoir passé commande pour 3 verres de gros rouge, Barbara sortit de son grand sac 3 casse-croûtes qu'elle avait gentiment préparées à notre intention. Nous sommes arrivés dans ce ravissant théâtre à l'italienne, Jacques Coeur, où devait avoir lieu la représentation avec en vedette le chanteur suisse aux 1000 chansons, Pierre Dudant. Barbara nous a aussitôt délaissés, passant l'après-midi entière sur la scène avec lui, devant le piano. 2 grands artistes passionnés par leur métier, chantant tour à tour sur une même planète. Barbara souhaita rentrer après le spectacle. Il était très tard même pour des oiseaux de nuit. Il faisait un froid de canard. Sur la route, je luttais contre le sommeil, et devais m'arrêter tous les 50 km afin de me revigorer en courant dans la neige. Pour marquer le 10e anniversaire de l'Écluse, un gala fut organisé au théâtre du Vieux Colombier, la petite salle de l'Écluse ne pouvant recevoir tous les amis, artistes et spectateurs, une grande famille regroupée autour des fondateurs, Léo Noël, Marc et André et Brigitte Saboureau. Tout comme Barbara, Cora Vauquer terminait elle aussi le programme à l'Écluse. Vêtue d'une longue robe blanche, les journalistes l'appelaient la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait été mariée à Michel Vauquer et avait conservé son nom. Michel Vauquer, auteur de chansons à succès dont les plus célèbres, Non, je ne regrette rien pour Piaf et Frédé pour sa femme Cora, dans laquelle il dépeint avec nostalgie l'ambiance du fameux cabaret Montmartrois Le Lapin Agile. Il nous avait invités chez lui, dans son bel appartement de poète où vivaient 2 chats tout à fait extraordinaires. La grande Barbara aurait dû se produire en fin de programme tout comme à l'Écluse, et tout le monde l'attendait évidemment. Or ce soir-là, on ne la vit pas. Qui plus qu'elle était indispensable à ce rassemblement d'anniversaire? Barbara, toujours fidèle, ponctuelle au rendez-vous de l'amitié. On ne saura jamais ce qui s'est passé ce soir-là.
C'est donc Cora Vauquer qui termina le spectacle. Après son dernier salut, elle fit un pas en arrière pour se reculer, son talon se prit dans l'ourlet de sa robe longue, elle se retrouva assise sur la scène après avoir chanté avec sensibilité comme au théâtre. Elle se releva prestement. Sur la photo souvenir parue dans François le lendemain, on peut la voir en notre compagnie ainsi que Maurice Baquet, Denise Benoît, Hélène Martin, Marc Chevalier et Léo Noël, mais sans Barbara. Considérant l'absence de Barbara comme un affront, blessée et trahie par la chanteuse emblématique et indissociable de l'Écluse où elle s'était produite durant 10 années, Léo Noël nous déclara qu'il ne lui pardonnerait jamais cette absence. Nous étions à l'Écluse le lendemain, et avons vu un livreur de chez Interflora apporter à l'intention de Monsieur Noël, une énorme gerbe de roses rouges de la part de Barbara. Le surlendemain, en pénétrant dans la petite loge, nous avons surpris le magnanime Léo occupé à lasser les bottines de Barbara, laquelle, l'œil de biche étincelant, arborait un sourire radieux. Les pages suivantes sont extraites de la biographie que Michel Stala, Madame mon ex, est en train d'écrire. N'acceptant pas l'à peu près, de la même façon qu'elle se montrait rigoureuse dans l'exercice de notre duo, elle ressuscite avec style et sincérité, la grande prêtresse du temple de l'Écluse et de la divine chanson, Monique Serre, alias Barbara. Michel, outre des écrits journalistiques, a publié aux éditions Athanor un recueil de ses poèmes. Entre Barbara et moi, la ressemblance physique a semblé évidente pour beaucoup de gens, essentiellement ceux qui ne la connaissaient pas directement en l'ayant vue sur scène ou dans la vie. Évidemment, cet amalgame était beaucoup plus ennuyeux pour moi que pour elle. Pour exemple, entre bien d'autres, il est arrivé en sa présence, lors d'une tournée, que nous buvions un verre à des tables distinctes après une longue route. Barbara, elle, bien sagement, devisait avec son accompagnateur Roland Romanelli. Arrivait alors le garçon qui se précipitait sur nous. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.